Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va recréer en fait l'application Temu, donc qui est une application de commerce chinoise, et on va recréer du coup l'application, la version mobile, ici avec Flutterflow, donc l'outil que vous connaissez évidemment parce que j'en parle tout le temps sur la chaîne. Avec une base de données Firebase, on va faire en sorte de tout simplement recréer l'essentiel de l'application, commencer à travailler sur ce que j'appelle les fondations pour ceux qui m'ont déjà rencontré, qui ont déjà assisté au live. C'est des notions dont je parle à chaque fois, c'est-à-dire la configuration en fait de la base de données pour tout simplement voir comment on peut bien structurer le projet, bien réfléchir à la façon dont on va gérer par exemple ici les catégories, d'accord. Et ensuite on va un petit peu travailler évidemment sur le design, l'interface. On va pouvoir commencer à visualiser ici la page d'accueil de l'application, la page produit, éventuellement la page panier. J'aurai pas le temps de tout traiter dans la vidéo, mais c'est pour voir en fait quelles sont les étapes essentielles de la création d'une application, surtout au démarrage du projet. C'est hyper important de prendre le temps notamment de bien analyser le produit en question, l'application, le concept, pour pouvoir créer la bonne base de données qui va être adaptée à, entre guillemets, toutes les contraintes du projet, puisqu'on va avoir des contraintes de scaling, de taille de base de données, moi je parle aussi d'ordre de grandeur, est-ce qu'on parle de milliers ou de millions d'utilisateurs, en sachant que moi j'ai déjà créé un projet qui était fonctionnel sur un clone de l'application Amazon, et dans les grandes lignes on est sur le même projet, d'accord. D'ailleurs, si vous avez une suggestion pour un prochain projet d'application à cloner, moi j'en ai déjà mis de côté, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fait plaisir de toute manière, et puis ça me donnera des idées pour de prochaines vidéos, sachant que là j'ai choisi cette application là parce que c'est une des plus téléchargées en ce moment sur les stores, et j'ai été regarder tout simplement le classement. On commence du coup avec la première étape qui va être l'analyse du projet d'application. Donc là, on va analyser un projet existant, et dites-vous qu'en fait, cette analyse-là, toutes ces réflexions-là qu'on va avoir, on peut les avoir sur un projet qui est en construction ou qui n'est pas encore existant. Toutes les questions que je vais vous poser, qu'on va se poser ensemble, on va pouvoir les transposer justement à n'importe quel autre projet. Alors là, on va du coup regarder la version web pour avoir plus d'informations. Là, déjà, ce qui est important, c'est qu'on est sur un site de e-commerce, d'accord. Donc, c'est du shopping, c'est des produits, de la vente de produits en ligne. Donc, on va interagir avec des produits. Donc ça paraît évident, peut-être dit comme ça, mais c'est important puisque au cœur de notre base de données, encore une fois, je vais reprendre l'application Amazon qui est créée pour le coup dans le projet, dans la formation Flutterflow Excellence. Il y en a déjà plein qui l'ont suivi, ce projet-là. C'est un des plus classiques, c'est le premier de la formation, donc c'est un des plus formateurs aussi. Mais du coup, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'en fait, quand on va dans un projet comme ça, comme Amazon, toutes les interactions sont entre l'utilisateur et un produit. Que ça soit pour placer un produit dans le panier, que ça soit pour constituer ses favoris, que ça soit pour regarder son historique de navigation, ou encore ses précédentes commandes ici. Okay, on va être finalement sur vraiment de l'interaction entre des utilisateurs et des produits. Et ça, cette analogie-là, vous pouvez comparer avec des projets qui sont pas des projets de e-commerce. Si on prend Instagram, ce sont des interactions entre des utilisateurs, et puis des posts, photos ou vidéos. Pareil pour TikTok, interaction entre des utilisateurs et puis des vidéos. Okay, et donc nous, on va interagir avec des produits. Donc on va avoir une base de données de produits, et ça c'est la partie facile. On va avoir pour nous une collection avec tous nos produits. Mais ce qui est important, c'est comment on va afficher ces produits à l'utilisateur. Est-ce qu'on va les classer en fonction des ventes? Est-ce qu'on va les classer en fonction des notes, en fonction de la date à laquelle il a été ajouté dans le catalogue, ou surtout en fonction des catégories? Et ça, c'est hyper important puisque c'est sur ces catégories-là qu'on va essentiellement nous travailler. Avec ici, on le voit, une section catégories, mais aussi des sous-catégories à chaque fois. Ce qui rend tout de suite le projet déjà un peu plus complexe parce qu'on va devoir gérer des collections et des sous-collections pour notre base de données. On va rentrer un petit peu plus dans les détails dans les prochaines parties. On aura aussi la partie design à réaliser. On va nous se concentrer quand même sur la version mobile, mais la partie web, elle nous permet d'avoir un peu toutes les informations. Et ici, on peut tout décrypter selon ces deux éléments, c'est-à-dire les produits et les catégories. On va avoir ici une gestion de l'accueil avec par exemple les derniers deals qui sont proposés, et ici directement on sera redirigé vers une section des catégories. Ici on va être sur la page produit avec une ou plusieurs photos, l'affichage du prix, la quantité, etc. ajouté au panier. Et là on aura la vue du panier. Okay, donc on est quand même sur quelque chose d'assez classique dans l'essentiel qui va de toute façon ressembler à Amazon, Alibaba ou à tous les sites Cdiscount en France. On va être sur quelque chose d'assez similaire.
Après, c'est vrai, il faut l'avoir en tête aussi, c'est que des sites comme Temu innovent énormément dans la façon dont ils vont proposer les produits, ils vont proposer plein de mini-jeux, c'est assez dynamique dans les interfaces. Beaucoup de sites de e-commerce chinois sont comme ça avec Alibaba, il y en a d'autres, hein. C'est très dynamique, ça bouge de partout, c'est très coloré. C'est pas le cas de tous les sites de e-commerce comme Amazon qui est peut-être un peu plus sobre ou c'est discount aussi. On va du coup commencer pour, bah voilà, là on va pouvoir, maintenant qu'on a analysé l'application dans l'essentiel, on va pouvoir commencer à créer nous-mêmes l'application et surtout commencer à configurer aussi la base de données. Donc on se retrouve pour la prochaine étape. Voilà, donc c'est parti pour la deuxième étape. On va pouvoir ici, dans l'interface de Flutterflow, créer un nouveau projet. Alors on pourrait partir ici avec un projet préconçu. Moi évidemment je vais partir avec un projet vierge. On va l'appeler Temu App ou Temu Clone. Bon, ça peu importe en fait au niveau du nom du projet. Je crée un nouveau projet ici. Bon, maintenant, moi j'ai l'habitude avec Flutterflow. Et on arrive sur un projet du coup qui est vierge avec une seule page. Alors on va pouvoir commencer à créer les pages. Et surtout, nous, on va s'intéresser pour commencer avec la configuration de Firebase. Alors ici, je peux me rendre pour commencer dans App Asset. Et puis je vais pouvoir commencer à, par exemple ici, charger une icône. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir l'icône dans tous mes projets, ça va être sympa. Et également, ce qu'on peut faire, c'est nous rendre dans la section ici Theming, et on va pouvoir aller chercher la couleur principale du site. Voilà, donc on va déjà reprendre la couleur orange, là, qui est la couleur principale, et je vais l'appliquer pour le thème clair et le thème sombre. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment la configuration de base. Ici, on peut se rendre dans la section Firebase. Alors, soit vous créez un nouveau projet. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un nouveau projet, puis il servira en fait pour tous les clones que je vais réaliser sur la chaîne YouTube. Voilà, pas besoin d'activer l'IA ou Google Analytics pour le moment. Donc là, je crée juste un nouveau projet Firebase, ça vous pouvez le faire. Et ici, on va pouvoir aussi venir copier son identifiant pour tout simplement le connecter à notre projet Flutterflow. En attendant, on peut jeter un œil ici. Donc pour l'instant, on n'a aucune base de données qui est créée. OK. Donc ici, je viens mettre l'identifiant de mon projet. Alors, une chose qu'il faut faire, c'est se rendre ici dans Paramètres, Utilisateur et Autorisation. Voilà, donc là, il faut qu'on mette en rôle éditeur l'adresse email firebase@flutterflow.io. Voilà, on peut configurer ici les config files, c'est pas obligatoire. Ça, c'est bien quand on va tester l'application sur un véritable émulateur. Nous, on va se contenter en fait dans la version web ici. Alors, toujours ce que je peux venir faire pour commencer, c'est autoriser l'authentification. Là, puisque c'est vraiment un projet qui est vierge, donc on va pouvoir commencer à autoriser l'authentification. D'abord ici avec l'adresse email, et ensuite, moi je vous conseille toujours d'activer Google, parce que c'est vraiment la version la plus simple à configurer. Ok, au niveau des paramètres ici, dans les domaines autorisés, vous pouvez ajouter run.app. Voilà, pour tout simplement qu'on puisse utiliser Google aussi dans notre version de test mode. Bon, là, vous avez compris, on va essayer d'aller relativement vite pour qu'on puisse essayer de faire un maximum de choses. Alors là, elle n'est pas créée des fois automatiquement. Vous pouvez ici créer la collection Users, qui est une collection qui est indispensable pour tous les projets. Et notamment, quand vous lui demandez de la créer, il va vous dire oui, crée-moi la collection User à partir des champs qui sont les plus utilisés ici. Puisque notamment ici, on va avoir une section pour l'authentification. C'est vrai que je n'avais pas cliqué ici. On va bien s'authentifier avec Firebase. Et donc, on va pouvoir ajouter une page qui va être la page d'authentification. Alors moi, je vais mettre une page extrêmement classique. J'ai même envie de faire une version où on va que s'identifier avec Google, en fait. Allez, on va reprendre celle-là. Donc ça, je l'appelle la login page, ici, OK. On va lui mettre notre logo à l'intérieur, ici. On vient aller chercher notre image, notre logo. OK, voilà, c'est pas mal. Et en fait, on va juste laisser le bouton de connexion avec Google. Hop. Bon, c'est extrêmement simple pour commencer, mais ça fera l'affaire. Du coup, ici,
dans la entry page, on va mettre la login page et pour la logged in page, on met la home page. C'est-à-dire que quand on n'est pas connecté, on est redirigé vers la login page. Quand on est connecté, on est redirigé vers la home page. Jusque-là, on est sur quelque chose de vraiment très classique. On vérifie qu'il n'y ait plus d'erreur. Voilà, on va pouvoir lancer notre application en version test mode pour voir si tout est bon. Surtout, ce qu'on va commencer à faire avant de passer à la partie design, c'est qu'on va commencer à structurer en fait notre projet. Alors, vous pouvez le faire, c'est vrai que je le fais jamais avec de l'IA. Ça peut fonctionner, c'est vrai que c'est pratique pour le faire puisque tout simplement ça va pouvoir vous aider en fait. C'est vrai qu'on ne le voit pas ici. On va pouvoir lui demander soit de nous créer des pages, soit de nous créer des composants, soit aussi de nous créer nos propres bases de données. Ok ? Donc moi, ma collection, elle va s'appeler la collection Products, ici. Et donc là, on va pouvoir lui demander et puis voir ce qu'il va nous générer. Donc là, je lui décris en fait ma requête Products Field for an e-commerce app. Alors, j'ai pas précisé que c'était l'application Temu, puisque finalement, on est sur quelque chose de très classique. Alors ici, on a description, price, image et name. Allez, on va le garder, mais on va le modifier. Ici, si j'analyse en fait des produits, on va prendre le premier, on va voir le nom du produit. Ok. Surtout ici, on va avoir plusieurs images, ça c'est important parce que là, il ne l'a pas pris en compte. On va pouvoir garder le nom, la description, le price. Alors, effectivement, on a un prix qui ici, par exemple, est en euros. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est sur une application de e-commerce, on a plein de devises à gérer, et donc un prix qui va être dynamique en fonction de la zone géographique ou du pays. On ne va pas faire à ce niveau-là. Par contre, juste ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre Images URL. Et là, plutôt que de mettre juste un Image Pass, on va venir prendre le même type de champ, mais on va le mettre sous forme de liste. Okay, et donc ça va nous permettre très facilement, plutôt que de n'afficher qu'une seule image, d'aller afficher un carrousel avec plusieurs images qu'on va pouvoir gérer. Donc là, c'est en train de charger. On va avoir le nombre d'avis et la note globale. Donc là, on va pouvoir appeler ça Ratings. Alors, dans Ratings, on peut le mettre comme Ratings Numbers. Ça, effectivement, en fonction de votre manière de fonctionner. Alors, c'est toujours bien, moi j'utilise quand même Google Trad pour trouver à chaque fois les termes pour représenter les champs. Donc là, on va mettre ratings number pour le nombre de notations. Et pour la notation en elle-même, on va pouvoir lui mettre cette fois-ci un double pour une valeur entre 0 et 5 qui va pouvoir représenter ici la note du prix qu'on va pouvoir afficher avec un widget dédié. Ok ? Voilà, donc déjà on va pouvoir commencer par ça. Ici, du coup, j'ai bien mon application qui se lance avec mon bouton de connexion. Alors là, je viens me connecter avec mon compte. Bon là, je vous cache pour pas que vous voyez les adresses email, mais je me connecte avec mon compte pro tout simplement. C'est en train de charger et on va être redirigé du coup vers la page d'accueil qui pour l'instant est vierge. Voilà, ici on va être redirigé vers la home page. Alors, est-ce qu'on a déjà notre premier utilisateur? Voilà, c'est bon. Bon, j'ai rechargé parce que ça peut arriver qu'il y ait des petits bugs, c'est pas très grave. Ok, donc là on est bien redirigé vers la page d'accueil. On pourra nous aussi ajouter un bouton de déconnexion dans les settings, etc. Encore une fois, on n'aura peut-être pas le temps de faire tous les détails du design de l'application. On va se concentrer sur l'affichage déjà de la page d'accueil et des produits pour commencer. Dans la prochaine partie, on va s'attaquer vraiment au cœur de la configuration de notre base de données avec notamment la gestion des catégories, ce qui va être une partie extrêmement importante de notre système de base de données pour optimiser l'affichage en fait de nos produits pour nos utilisateurs. Dans cette partie, on va vraiment s'attaquer à la structuration qui va être la plus importante en fait de notre base de données. Et encore une fois, moi, souvent l'essentiel de mon travail quand j'accompagne des gens
en direct, en individuel, c'est sur la structuration. C'est donc sur cette partie-là que ça va être le plus important. Et donc, cette vidéo, ça vous servira comme premier exemple. Donc ici, en fait, on va créer une collection pour les catégories. Mais comme on l'a vu, on a des sous-catégories, en fait. Ici, à chaque fois, on a par exemple maison et cuisine. Et puis ensuite, on a des sous-catégories. OK ? Alors, d'ailleurs, ça, c'est le cas sur quasiment toutes les bases de données de type e-commerce, hein. Moi, j'ai fait le choix ici de rester sur quelque chose de plus simple, c'est-à-dire directement une base de données avec les catégories, les produits. En réalité, on a quasiment toujours des sous-catégories. Donc ici, on va pouvoir décrire les champs de notre catégorie. Donc par exemple, le nom de la catégorie. Alors, des fois, on peut mettre title, name, donc ça peut varier. Ici, on va pouvoir mettre une photo éventuellement pour décrire notre catégorie, même si c'est vrai que pour ici l'application de Temu, on n'a pas d'image. Donc on peut vraiment, allez, je vais faire exactement comme l'application. Je dis ça, mais en fait, il faut bien regarder pour la version, si voilà. En fait, on n'a pas forcément une image qui est associée à la catégorie, mais qui est carrément un produit. Ça, c'est vrai que c'est propre aussi au fonctionnement de l'application, hein. C'est-à-dire qu'ils ont à un moment donné été reliés, ok, la catégorie, on va chercher un produit. Bon, on va, pour nous, rester plus simple, on va mettre juste un champ image URL ici. On peut avoir un peu une phrase d'accroche. Catchphrase, ça peut être sympa ça. Bon, voilà, moi je me sers souvent de Google Traduction pour tout simplement chercher le bon terme en anglais, puisque peut-être que je ne l'ai pas précisé, mais c'est quand même indispensable, c'est de bien structurer sa base de données et de l'inscrire en anglais. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sous-collection. Donc je vais appeler des sub-categories. Alors je pense que je peux mettre ce caractère-là. Alors peut-être que c'est nouveau pour vous, les collections, les sous-collections. Encore une fois, là, l'idée, c'est que c'est une vidéo de démonstration. On n'est pas dans une vidéo tutoriel forcément, même s'il y a des notions que vous allez pouvoir reprendre. On est plus sur un premier pas pour ceux qui voudraient apprendre à créer aussi leur propre application. Donc là, pour une catégorie, on a quoi? On a du coup le nom de la catégorie et une image toujours en fait qui est associée. Donc c'est assez similaire, hein. Voilà. Donc on va mettre un image pass. Ça veut dire maintenant que quand on va voir notre produit, il va avoir deux choses. Il pourra avoir un category ref, la référence ici de la catégorie, ok, category ref, et on va aussi mettre un subcategory ref, subcategory ref. Donc là, on va faire un petit détail sur les termes. Ici, on parle d'un document reference. Donc, c'est quoi? C'est la référence de notre document. Donc, on va le voir quand on commencera à avoir des données ici. Ça va être la référence, c'est-à-dire que ce produit, il appartient à cette catégorie et également à cette sous-catégorie-là. D'ailleurs, moi, j'aurais pu prévoir de ne pas mettre la référence à la catégorie mère, mais uniquement à la sous-catégorie. Voilà. Bon, ça aurait été plus un choix personnel. Mais après tout, ici, on peut par exemple classer en mode directement les grandes catégories. Voilà. Et si on veut un choix plus précis, on peut le filtrer comme ça. Ok? Bon. Ça va être une manière de fonctionner. Donc là, on a déjà nos catégories et nos subcatégories. Pour moi, il nous faut une autre collection qui va nous permettre en fait de créer, moi je vais appeler ça des playlists, pour par exemple les best-sellers, les notes et 5 étoiles et les nouveautés. Alors pourquoi playlist? On aurait pu trouver un autre nom. Alors encore une fois, Google Trad c'est pas mal pour avoir des idées de noms. On aurait pu l'appeler, bon, tendance, ça va donner trend, ça c'est pas mal. Bah, écoutez, moi je vais rester sur le mot-clé playlist, même si ça s'applique plus à des playlists de contenu, mais ça va fonctionner ici. Pourquoi des playlists? Parce qu'en fait, on va avoir ici plusieurs playlists avec par exemple un nom. Donc là, qui va être une chaîne de caractères. Donc le nom, ça va pouvoir être best-seller. Allez, on va pouvoir mettre également une icône, ça c'est sympa. Alors pour l'icône, on va pouvoir soit définir un data type, sinon on reste sur un image pass. Là, ça va faire Allez, on va mettre icône pass. Ça fonctionne bien, c'est tout en fait, hein. Comme ça, on va pouvoir en créer une pour les best-sellers, les notes 5 étoiles et les nouveautés. Bon. Ok. Et puis au final, avec ça, on va pouvoir avoir ici une sous-collection, des playlists. Alors c'est sur ça que je me pose une question. Bon voilà, j'ai pris un petit moment en fait pour réfléchir à la manière dont j'allais le structurer, puisque on pourrait se permettre de faire de deux manières différentes.
Se dire finalement ici on a 3 façons supplémentaires en plus des catégories de trier nos produits, c'est soit en fonction des best-sellers, des notés, des notes et des nouveautés. Okay, donc on pourrait se permettre ici d'avoir une collection, par exemple, qu'on appellerait les best-sellers ici. Okay, donc on pourrait se permettre de faire ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça soit dans les best-sellers, les notes 5 étoiles ou les nouveautés, on est toujours sur un classement de produits. Okay, et donc c'est pour ça qu'on peut garder, on peut quand même faire bien les choses ici, même si c'est peut-être un peu plus complexe pour vous. On va rester sur cette idée de playlist et on ne va pas céder à la facilité. Okay, donc en fait, on va avoir ici une sous-collection pour nos playlists qu'on va appeler par exemple, faute de frappe, on va l'appeler la playlist product. En fait, on va avoir une sous-collection playlist product pour tout simplement stocker la référence de ces produits-là. Et donc là, on va gérer des références de produits. D'accord ? Et on pourrait éventuellement il faut toujours ajouter, quand on a une sous-collection comme ça, un champ de type datetime. On peut mettre un addTime, ça peut être pas mal. Voilà. Et donc, comme ça, on va pouvoir créer une playlist pour les produits best-sellers, pour les noter 5 étoiles ou pour les nouveautés. Et à chaque fois, pour ces playlists-là, on va pouvoir les classer. Okay, donc, on ne va pas faire le cas, par exemple, le scénario où ici, on peut, en plus de ça, ajouter la section, par exemple, cliquer sur une catégorie. Ça sera en fait une requête supplémentaire pour filtrer les résultats. Ok ? Donc là, par contre, c'est vrai que j'ai pas fait, on va pas structurer ça dans cette vidéo. On va pas s'occuper finalement du panier, on va pas s'occuper de la gestion des favoris, puisque ça c'est quelque chose que j'ai déjà traité dans d'autres vidéos, qui sont notamment dans l'exemple d'Amazon que j'avais déjà réalisé. Là c'est plus, au final j'essaie d'être encore plus réaliste dans cette vidéo, avec un projet ici qu'on va vraiment structurer pour quelque chose qui va être fonctionnel. Donc avec des catégories, des sous-catégories, avec des playlists de produits et donc pour chacune des playlists, la liste en question des produits. Et au final, c'est ça aussi qui nous permet de bien structurer un projet pour avoir quelque chose qui demain peut avoir des millions peut-être de produits. On va pouvoir afficher ça de manière pertinente à l'utilisateur. Et je précise encore une fois qu'on ne va pas pouvoir tout filmer dans la vidéo, notamment parce que quand on va créer des catégories, des sous-catégories, surtout les playlists de produits, on va souvent passer ici, par exemple, par des Cloud Functions pour classer nos produits. En disant, bah voilà, on va parcourir tous les produits, on regarde ceux qui ont une note qui est supérieure à 4 étoiles, ou alors noter 5 étoiles éventuellement, et on va les mettre dans cette fameuse playlist notée 5 étoiles. On va regarder ceux qui ont les meilleures statistiques de vente, et puis on va les mettre dans une collection à part. Ok, pareil pour les nouveautés. Et donc cette analyse-là de notre base de données, de la création de nos collections, ça va passer en fait par ici la réalisation d'une Cloud Function. Donc je verrai quand je vais remplir en fait mes données, j'essaierai de vous partager ce que j'ai fait, mais en tout cas là on va déjà se dire qu'au niveau de la structuration de la base de données, c'est fait. On va pouvoir du coup commencer à créer en fait notre interface. Ok, donc on va passer à la partie qui je pense vous intéresse le plus. On va recréer du coup l'interface visuelle de l'application. Donc moi je me suis pris ici ce modèle-là, je vais surtout commencer par travailler sur la page d'accueil. Ici je me le mets juste sur le côté pour que je puisse y avoir accès. Et on va essayer de voir l'essentiel en fait de tous les widgets, un petit peu comment ça se passe au niveau du design de l'application. Mais encore une fois, c'est parce que aussi on a bien structuré déjà notre base de données. Alors ici, si on analyse un petit peu, on va avoir, bon, là j'ai une version web qui est responsive sur mobile, mais à chaque fois c'est à peu près la même chose. On va avoir du coup notre titre ici. Je vous le remets là pour qu'on le voit ensemble. On va avoir une page ici, une barre de recherche. Ici, une petite section des catégories, mais attention, ça sera bien des sous-catégories. Ici, on va avoir une image de mise en avant, des informations concernant la livraison, etc. Les derniers deals en cours, et puis directement, on va accéder à la partie produit. Okay, alors c'est vrai que pour une application comme ça, on pourrait créer les pages, ne serait-ce que pour avoir différentes pages. Donc on pourrait créer des pages vierges, par exemple créer la categories page, ok. On pourrait également créer la page de profil, profile page, et enfin la carte page. Alors ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est qu'on va afficher ici, voilà, une navbar.
On va avoir au début la page d'accueil, ensuite on aura la catégorie. Voilà, catégorie, alors là c'est une icône de recherche. Voilà, je m'attarde pas trop. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Show 9 barres, voilà. Voilà, donc là on a un bouton pour la page d'accueil, ensuite on va avoir la profile page ici. Je vais mettre You. C'est une icône d'une personne, on va mettre personne ici outlined. Et enfin, on va avoir la carte page. Encore une fois, toutes ces pages-là, je ne vais pas avoir le temps de les réaliser, hein, mais c'est pour au moins voir ce à quoi ça ressemble. Ok. Et on peut éventuellement aller dans les réglages ici, donc on va avoir plusieurs options. On va avoir la Google, la Flutter et la Floating, voilà, c'est pas mal. Ça peut être bien si on veut avoir effectivement juste le nom de nos sections, de nos labels. Mais sinon, je vais rester finalement sur celle du début quand même. Voilà, par défaut, ça va être un peu plus propre. Ok. Sinon, c'est avec un fond blanc ici à chaque fois. Ok. Donc on revient sur du coup la home page ici. Alors on va avoir le choix. Soit on va pouvoir mettre par exemple la... Alors on n'a pas de bouton directement de recherche, hein. C'est toujours le champ de recherche, c'est toujours un text field ici. Alors on peut faire un test pour le text field. Voilà. Donc là on va voir qu'on va pouvoir effectivement placer un text field ici. Et donc on va pouvoir lui mettre un label ou un int text, donc c'est le texte qu'on va mettre en fond. Bon, moi je vais lui mettre search products. Ok. Alors ce qu'ils font eux, c'est que dans leur design, en fonction de la section où on est, ici on va avoir en fait un affichage un petit peu différent, avec du coup la barre de recherche, un bouton recherché par ici une icône appareil photo, donc ce qui est encore une fois quelque chose d'assez... ça c'est des fonctionnalités quand même beaucoup plus complexes, hein. Donc on va tricher un petit peu. Ce que je fais, c'est que ici je place mon text field à l'intérieur d'un widget row, et mon widget row lui-même je le place à l'intérieur d'un container. Le container, je lui donne la couleur blanche, ici. Et on va lui mettre des bords arrondis. Voilà, par exemple de 30 pixels, ça suffit. OK. Et donc ici, pour mon text field aussi. Alors, border radius. Voilà, pour pas que ça dépasse. Donc là, ça se voit, enfin, il se voit pas. OK, c'est bon. Et on va pouvoir lui ajouter deux boutons. Donc soit vous mettez directement une icône, ce que je peux me contenter de faire ici. Là, on va mettre l'icône appareil photo. Alors, c'est une icône outline qu'on va pouvoir mettre en gris. Et ensuite, on va pouvoir afficher plutôt... On va tester avec un icon button qui va être l'icône de recherche. Voilà. Le fond du bouton, là, il était noir. Voilà, on va essayer de personnaliser un petit peu tout ça. Alors, mon text field, on peut lui mettre un expand ici. Et puis finalement, on va mettre un peu de spacing. Voilà. Bon, encore une fois, hein, l'idée, c'est de pas trop m'attarder sur tout ça, mais c'est quand même sympa de voir un petit peu comment on peut designer un projet d'application assez facilement. Ok ? Voilà, button size. Ok. Bon alors, le but c'est d'être le plus proche, mais ça sera jamais exactement parfait. Bon, déjà, on peut considérer qu'on a quelque chose d'assez clean déjà pour commencer, quoi. Bon, ouais, c'est déjà pas mal. Ok. Voilà, donc là, on va considérer qu'on a commencé à réaliser ici la section de recherche. Ensuite, on va avoir une section ici des catégories. Alors ça, c'est pareil, ça peut être des fonctionnalités qu'on peut faire de différentes manières, puisque là, c'est un clic qui nous fait en fait carrément changer de page et changer de contenu. Donc ça, on va avoir plusieurs options pour le faire. Je ne suis pas sûr de l'option que je vais utiliser pour le moment. Là, ce que je peux faire déjà, c'est que j'ai une colonne
Et en fait, pour faire la continuité de la couleur ici, c'est une option, hein, mais on va en fait lui mettre un container ici, comme ça. On va reprendre la même couleur, comme ça on aura déjà une continuité ici. Alors il faut regarder au niveau des widgets qu'on a, donc encore une fois il y a plusieurs options. En fait on pourrait utiliser par exemple une tab bar. Alors on regarde où elle est. Donc, ici on a l'option d'une tab bar. Alors le problème c'est que je trouve que au niveau du design on ne sera pas vraiment sur quelque chose de proche. Donc ça m'embête un peu. Mais en fait c'est le seul moyen d'avoir quelque chose aussi qui va être dynamique et qu'on va pouvoir sélectionner. Alors sinon, on va pouvoir rechercher plutôt les choice cheap. Je pense que c'est la meilleure option qu'on puisse avoir. Avec en fait, en fonction de la catégorie qu'on a sélectionnée, eh bien, on va pouvoir lui dire ok, c'est celle-ci. Alors ce qui est bien pour les choice cheap, c'est qu'on va pouvoir définir un design quand il s'est sélectionné. Donc on va pouvoir mettre la selected choice cheap. Donc là, on va la mettre par exemple en blanc. Et la unselected, on va pouvoir la mettre par exemple en transparent. Ça. Ok, donc là on a l'équivalent des choice cheap. Là, bon, c'est pas exactement le même design, mais on va rester sur un widget existant. Là, on va ajouter la petite page, la petite section un peu, on va dire, publicitaire. Hop. Alors ici, j'ai été chercher tout simplement des photos un peu en rapport avec l'application. C'est pas exactement la même qu'on aura ici, mais ça sera assez proche. Alors ici, ce que je fais, c'est que j'enlève la section taille. Et pour mon container aussi. Comme ça va automatiquement prendre toute la place qui est disponible. Hop. On espace un petit peu tout ça. Bon, l'image est peut-être un peu grande par rapport aux versions qu'on a sur mobile, mais bon, c'est histoire d'avoir quelque chose du plus proche possible, hein. Il y en a d'autres, hein. Je changerai peut-être à la fin si j'en trouve une un peu plus intéressante. Ok, donc là on a la section ici, on va ajouter cette petite section là avec des informations, free shipping, etc. Donc voilà, là juste l'astuce c'est que pour mon container de couleur, j'ai créé en fait j'ai tout placé à l'intérieur d'une colonne, hein, pour placer ici mes choice chip et mon image. Donc là ce que je fais c'est que je vais commencer par ajouter un container. Alors là il se met en blanc. Ouais, on va le laisser en blanc-gris, ça c'est pas grave. À l'intérieur, je vais avoir ici une row, ok, avec à l'intérieur deux containers. Par contre, ces containers-là, ils vont avoir, on peut aller chercher la couleur exacte si on veut. Ça, c'est un color picker, hein, pour ceux qui n'en ont jamais utilisé. Voilà. Alors, il y a deux solutions quand on a ici deux containers. C'est qu'on peut lui mettre, on peut le copier-coller et mettre deux fois un expand, ce qui fait que là, ici, nos deux containers vont prendre 50% de l'espace disponible. Ici, on va avoir à chaque fois une colonne, puisqu'en fait, puisque c'est la même couleur, en fait, il n'y a pas vraiment de séparation. Je peux éventuellement ici mettre un vertical divider. Il faut le faire glisser entre les deux. C'est pas sûr qu'on va rester sur ce design là, c'est pas très grave. On va surtout lui mettre un padding de 10, voilà. Donc ici on a dit on a une colonne à l'intérieur, et donc pour cette colonne là on va avoir, on est obligé d'utiliser une row avec une icône et du texte, ok, et on va ensuite avoir un autre texte ici. On aligne tout ça à gauche. L'icône en question ici, là c'est un camion, comme on dit camion en anglais, j'ai oublié. Alors sinon vous pouvez toujours aller dans, voilà, Font Awesome, c'est pas mal aussi.
Bon, on va prendre celui-là. Ici, on a le mot free shipping. Et ici, on est sur limited time offer. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut modifier un peu toutes les propriétés. On teste. On peut mettre bold. Ici, on va un petit peu espacer. Notre colonne, on va lui mettre un padding. Mon container en lui-même, je lui enlève la propriété de taille. D'ailleurs, je l'enlève aussi pour la largeur. Ok, alors éventuellement, on va un petit peu réduire ici, les 18. Donc la deuxième icône ici, c'est le prix. Price. Bon, je vais peut-être pas faire comme ça pour toute la partie design, mais au moins ça vous montre des petits exemples vraiment simples et sympas, quoi. Alors, eux, ils ont fait comme ça en fin de compte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ici la couleur de mon container. Voilà, on va plutôt la mettre pour l'ensemble de mon container ici. Voilà. Comme ça, on aura ici la barre de séparation, ça c'est pas mal. Hop. Bon voilà, c'est une version très simple, mais qui fonctionne bien. Ici, on a aussi une section Safe Payment, Security, Privacy, Purchase, Protection. Allez, ben c'est parti. Alors ce qu'on fait, c'est que moi je vous invite quand même, soit ici vous avez des containers, vous pouvez les renommer. Section 1, section 2, on pourrait faire ça. Section 1. Parce que ça permet de ne pas se perdre après quand on a des pages comme ça, assez imposantes avec beaucoup de contenu. Encore une fois, ça c'est vraiment propre aux applications de e-commerce, il y a beaucoup de contenu. Alors le fond, il devrait être... non, on est toujours sur du fond blanc. Donc ici, bah, ça va être une row à l'intérieur, avec une icône, du texte, etc. Là, je viens tout afficher en gris. Alors, on va mettre l'icône Secure. Alors, j'ai pas exactement celui que je veux, c'est pas exactement le même. En fait, ça, ce sont les icônes de la bibliothèque Flutter. Voilà, on va juste diminuer la taille. Voilà, et ensuite, on continue avec du texte. Alors, au niveau des propriétés, comment on fait? On peut tout organiser comme ça. On peut faire toutes les marges manuellement, ça fonctionne. Je mets une marge à gauche, comme ça je vais pouvoir la réutiliser. On va juste modifier la propriété. On va se mettre en médium. Et toujours au niveau de la couleur, on va l'afficher en gris. Ok, donc on a ça. Ensuite, on ajoute un divider. Vertical divider. Ok. On copie. Donc là, le copier-coller se fait vraiment avec commande C, commande V. Et ici, Purchase Protection. Ok. Alors, ici, ma section, on va pouvoir lui enlever la taille. Ici, ma row, on va pouvoir lui mettre
rester sur 10 et 10. On peut la rendre, cette row, on peut lui ajouter, ici on a des options, on va pouvoir la rendre scrollable. Donc là on va lui mettre start spacings, on va lui mettre 10. Et pareil pour ici. Voilà, ce qui me permet d'avoir un élément qui est scrollable ici. Voilà. Alors ils ont même un dernier bouton qui est un bouton pour tout voir ici. Une flèche arrow. Donc on peut imaginer que la totalité de cette zone en fait soit cliquable. Alors arrow right, ça va être plus simple. Voilà, on va voir celui-ci. Bon, voilà, on va dire que pour cette section-là, c'est bon. Ok. On continue maintenant avec une partie qui va être un petit peu plus dynamique avec l'affichage en fait des deals et aussi des catégories. À tout de suite. Ok, donc voilà, j'ai un petit peu avancé le design de l'application parce que sinon, vraiment la vidéo elle va durer trop longtemps. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai pu ici réaliser. Donc je me suis occupé des deux sections, à savoir les Lightning Deals et les catégories. Alors ces deux sections quand même assez importantes puisque ça va être les premières sections là, de l'application qui vont être dynamiques. Alors bon, encore une fois, j'aurai vraiment pas le temps de tout expliquer, c'est pour vous montrer plus la méthode en fait de fonctionnement. Donc là en fait je vais voir la section 4 et ici en fait j'ai déjà créé une section qui est connectée en fait à une base de données. Alors pourquoi? Parce que ça me permet en fait de passer d'un affichage ici de un seul élément. Regardez, je vais la supprimer. Voilà, donc là j'ai créé en fait un design, un container avec une image, un prix, un texte, etc. Et donc quand je viens ici prendre la row qui le contient, je lui mets par exemple add query, query collection, on va aller parcourir par exemple pour commencer les produits, je clique sur confirmer, voilà, et ça me démultiplie mon élément à l'intérieur. C'est la vraie connexion entre Flutterflow et Firebase. Et ici, du coup, ce que je peux faire, c'est rendre ma row scrollable et du coup, on va pouvoir la parcourir. Alors ici, dans les faits, c'est pas directement hein, la collection de produits, mais c'est juste pour avoir un affichage qui va être dynamique. Pareil ici pour la section des catégories. Ici, j'ai mis une grid view pour avoir un affichage pour chacune de mes catégories. Ok ? Alors, ce qui nous reste à faire, et je vais le faire rapidement ici avec un template, on a ici une section qui s'appelle la section e-commerce qui va nous permettre par exemple de créer la page du produit. Et donc ici par exemple, alors il y en a plein, hein, des pages de produits. On pourrait prendre celle-ci, encore une fois il faut s'inspirer un peu de la version ici de l'application officielle. Donc nous on a une gestion des quantités, ça peut être pas mal, celle-là peut être sympa. Sauf qu'il y a aussi un point à prendre en compte, c'est que nous on n'aura pas qu'une seule image à afficher. Bon, de toute façon, je vais devoir accélérer pour les dernières parties de l'application. Ici, on a une gestion du prix aussi qui peut être intéressante. Hein. Des notations, pardon. Allez, on va prendre cette page-là. Donc, on crée la Product Page. Alors, ce qu'il est important de faire pour cette page-là, c'est qu'on va devoir lui définir un paramètre qui va être le Product Reference. Donc là, on va créer un paramètre de type Document Reference, on l'appelle la Product Ref, on clique sur confirmer. Et du coup ici, quand on est sur la home page, par exemple quand je viens ici, j'ai ma section, on va rendre le container en fait cliquable. Donc on va aller mettre navigate to la product page ici et on va lui passer la référence de mon produit. Ok ? Donc tout ça c'est des notions Firebase, hein, je ne vais pas m'attarder dessus. On pourrait faire pareil avec la section des catégories, mais déjà ici on va être capable de tester l'affichage d'un produit. Alors de toute façon, si pour l'instant je relance la version de mon application, on va juste pouvoir tester le design, hein, puisque pour l'instant on n'a fait vraiment aucune base de données. Et du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une pause et je vais faire une coupure et je vais créer en fait ma première base de données avec des exemples de produits, de catégories, de playlists aussi pour qu'on puisse avoir un aperçu concret de l'application et que ça soit quelque chose de dynamique. Okay, et puis de toute façon, on va finir sur ça parce que vous le voyez aussi, j'aurai pas le temps en fait de tout faire. Ce qu'il faudra de toute façon retenir de la vidéo, c'est la structure de la base de données et puis le début,
de l'interface, des premières étapes de création d'une interface comme ça pour commencer à avoir une application qui est fonctionnelle. Ok, donc j'ai un petit peu avancé là, comme vous pouvez le voir au niveau du rendu de l'application. Donc là, ce qu'on voit, c'est la version du coup test de l'application. Et là, ce que vous voyez, du coup, ce sont des catégories qui sont pour le coup complètement dynamiques. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment généré voilà, toutes les premières catégories parce qu'il y en a beaucoup. J'ai été voir ici dans les premières catégories à chaque fois et j'ai pris une image. Alors, l'astuce ici, c'est que évidemment, quand on a une base de données comme ça de produits, de millions de produits, on ne fait pas les choses à la main. Soit on va avoir un logiciel pour entrer de nouveaux produits. Ici, moi, ce que je fais, c'est que je le fais manuellement. Et de toute façon, on va le faire pour les produits juste après. Là, je le fais pour les catégories. On peut venir éditer les informations, on peut venir les supprimer si nécessaire, etc. Ok. Et à terme, l'idéal, c'est d'utiliser, moi, c'est ce que j'avais fait pour le projet Amazon, c'est d'importer des CSV, donc des fichiers de type Excel pour importer des collections entières de données. Voilà, moi c'est ce que j'avais fait pour importer tous ces produits-là, je ne les avais pas entrés à la main, ce qui m'a permis d'avoir quand même un catalogue de produits déjà assez conséquent, même si encore une fois là on est que sur de la démonstration. Alors on va faire le test avec les produits et on va les voir normalement s'afficher au fur et à mesure ici, c'est tout l'intérêt. Alors là on vient prendre encore une fois un produit. Allez, on va prendre cette paire de chaussures, donc on va prendre hop. Donc là, je suis toujours dans le Content Manager. Donc là, je vais pouvoir ajouter le nom du produit. Alors ici, on a toujours une description, détail du produit. Okay, bon, et bien on va rester sur ces savoirs. On va prendre cette description-là. Voilà, alors le prix, 11,66 €. Alors là, il ne faut pas mettre le symbole euro, hein. C'est important. Alors ce qui va être intéressant, c'est que là, on va pouvoir mettre la première image, copier l'adresse de l'image. On va avoir ici une liste. Là, on va mettre la première. On va mettre 3. De toute façon, je ne vais pas pouvoir faire ça pour beaucoup de produits parce qu'effectivement, c'est beaucoup de boulot de le faire à la main. Et c'est pour vous montrer la démarche. Même si là, on fait les choses encore une fois à la main, c'est pas grave. Bon, alors, le nombre de total de notation, ça, on va le mettre 4,5. Et là, on va arriver à la section catégorie que pour l'instant, on ne va pas remplir. OK. Donc déjà, là, on devrait avoir un produit qui apparaît, sauf que ce produit-là, en fait, on parcourt ici notre collection produits, sauf qu'on ne va pas chercher les informations du produit pour l'instant. Donc là, il faut que j'aille lui dire d'aller chercher. Alors là, c'est une première liste. Là, on va aller chercher la première photo. On met toujours une photo par défaut. On va aller ici chercher le prix. Alors, on peut mettre un combine text avec pour commencer le prix et ici par exemple le symbole de la devise euro, mais qui pourra être je mets quand même une valeur par défaut et le nombre d'éléments vendus pour l'instant on ne l'a pas affiché. Voilà. Et comme ça vous allez voir le fait de la comparaison entre quand j'ajoute des données et quand elles s'affichent en direct dans notre application. De toute façon, il y aura encore plein de choses à pouvoir faire pour avancer dans le concept de l'application. On va essayer de rester sur l'essentiel. Voilà, donc là, je vois mon modèle, mon produit. Pour l'instant, effectivement, j'en ai qu'un. D'ailleurs, je peux cliquer sur le détail, sauf que sur la deuxième page, on n'affiche pas encore le détail du produit. D'ailleurs, je n'ai pas permis le clic dans la partie catégorie pour le moment. Mais en tout cas, dans l'essentiel, ça fonctionne en fait. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enrichir en fait ma base de données et puis finaliser un petit peu cette première version de l'application parce que vous vous rendez compte aussi que pour faire une application comme ça de e-commerce, ça demande quand même du travail, même si on est sur du no-code. Encore une fois, ça prend du temps et donc ça ne tiendra pas de toute façon dans une vidéo. Si vous souhaitez voir vraiment une vidéo, une série de vidéos complètes sur la création d'un projet de type e-commerce, je vous invite à suivre plutôt la formation Flutterflow Excellence puisque dedans, on réalise toutes les fonctionnalités de paiement, ici par exemple avec Stripe. Donc ça c'est une action. Ici la fonctionnalité de calcul du prix, etc. qui fonctionne ici en direct, on le voit. On peut par exemple ici supprimer un produit, etc. Vous avez la gestion des favoris, de l'historique. Enfin voilà, c'est plus avancé.
c'est plus complet. Là, on est plus aujourd'hui sur une série de vidéos de démonstration de clonage. Ok? Donc je vous retrouve pour la dernière partie de la vidéo. On va vraiment terminer, conclure sur ce format. Voilà, donc j'ai bien avancé dans l'application et surtout dans la création ici de la première version de la base de données. Donc qu'est-ce que j'ai créé ici? Donc on a maintenant donc, les catégories et on a aussi quelques produits, et donc là on a la possibilité maintenant de voir le détail des produits, et j'ai juste créé la possibilité en fait d'afficher plusieurs photos. Voilà, ce qui est une des choses que je voulais vous montrer par exemple par rapport à l'exemple d'Amazon où là il n'y avait qu'une seule photo. C'est pas très compliqué en fait d'en proposer plusieurs. Ici on a images, on a une liste d'images, donc on va en proposer plusieurs. C'est toujours le même format, c'est image passe, d'accord, dans la structure de la base de données ici. Voilà, dans produit, image URL, c'est une liste de images passe. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que depuis la page de produit, donc on avait déjà créé ici le paramètre, le page parameter product ref, donc qui est la référence du document du produit. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, au chargement de la page, on va charger les informations de ce produit-là. Okay, et une fois que c'est fait, en fait, je peux aller chercher ici le nom du produit très facilement, ici la description également. D'ailleurs, je vais essayer de réduire un tout petit peu. Je crois qu'il y avait un problème de taille. Un tout petit peu. On va voir si ça se règle. Le prix, c'est pareil. On mettait text combination avec le prix plus le symbole de la devise. Et en fait, pour l'image, je ne vous ai pas montré encore, j'utilise un carrousel qui devient en fait dynamique puisque je viens chercher dans le champ ici, dans les informations de produit, la liste des images en fait. Et donc j'utilise une variable image pour, ici j'ai un widget image pour aller chercher image network directement, ce que j'appelle le images item. Bon, là je vous l'ai fait très très courte, mais c'est pour vous montrer que c'est tout à fait possible d'utiliser ici une liste d'images qu'on va pouvoir parcourir. Là je rafraîchis pour voir si au niveau du problème de dépassement c'est réglé. Si nécessaire, je modifie un peu la marge là. Tous ces petits paramètres devraient nous permettre de ne plus avoir le problème de dépassement. Bon, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo où je vous ai montré, on va dire, les très très grandes étapes, les grandes lignes pour commencer la réalisation d'un projet d'application. Voilà, bon, il n'y a plus le problème de dépassement. On n'a pas vu la partie paiement, on n'a pas vu la partie panier, mais en fait, les bases, elles sont là. Alors, les prochaines étapes, c'est quoi? C'est de remplir en fait cette base de données, la remplir de produits, la remplir de catégories et de sous-catégories et de relier les deux. C'est-à-dire à chaque fois qu'on crée un produit, il faut qu'on parcourt les catégories, on dise voilà, on va aller chercher, ça appartient à la catégorie un tel ou un tel. Okay, et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à créer des playlists de produits qui vont être là pour nous dire voilà, on peut reprendre l'exemple de l'application directement. On va pouvoir être capable de dire quels sont les best-sellers en fonction des nombres de ventes, quels sont ceux qui sont notés 5 étoiles. Et encore, pour la notation des produits, pour chaque produit, on pourrait avoir un système ici de sous-collection du produit qui pourrait être les notations. D'accord? Donc on pourrait avoir un objet ratings pour chaque produit. Et donc à ce moment-là, en fait, pour faire ces calculs-là, il faut passer par les Cloud Functions en fait, pour analyser les données et les restructurer d'une autre manière. Donc créer des collections dédiées pour certains éléments, par exemple ici, les best-sellers, les produits qui sont à plus de 5 étoiles, etc. Okay, donc là, évidemment, on n'aura pas le temps de faire tout ça dans cette vidéo, mais c'est pour vous donner les grandes lignes en fait, de construction d'un projet d'application. Donc ce que je vous invite à faire, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre déjà un like et me mettre en commentaire aussi quel autre projet d'application ou application connue je pourrais réaliser à nouveau, sachant que, encore une fois, moi j'ai déjà réalisé, donc là on vient de faire Temu, j'ai déjà réalisé 5 grands projets, donc Uber, TikTok, WhatsApp, Instagram et Amazon avec Flutterflow. Je pourrais vous en reparler s'il y en a qui sont intéressés. Hein. C'est des projets qui sont disponibles en version web grand public pour les tester tout simplement. Donc s'il y a des projets d'application qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, que je puisse avoir plusieurs projets à chaque fois sous la main pour vous proposer des vidéos sur YouTube. Si également vous souhaitez découvrir Flutterflow et vous former avec moi, vous avez un programme déjà gratuit, vous avez le lien dans la description pour découvrir encore une fois peut-être un peu plus Flutterflow et puis me rejoindre dans mes formations. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!